Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Dorine Bourneton. Très heureux d'accueillir Dorine Bourneton dans La Traversée. Bonjour. Dorine. Tu peux nous dire un peu qui tu es ? Parce qu'en fait, je ne t'ai pas dit, mais en fait, je ne présente pas mon invité, c'est mon invité qui se présente. Avec plaisir. Eh bien, je m'appelle Dorine Bourneton. J'ai 48 ans et je suis la première femme handicapée au monde pilote de voltige après un crash aérien à l'âge de 16 ans. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'après un crash, on se dit absolument il faut remonter ? Non, ça vient pas comme ça. Je me doute bien. Mais quand même. Alors, moi, l'aviation et moi, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Quand j'étais petite, eh bien, j'ai grandi. Mon père adorait l'aviation et les histoires justement de ces pilotes, qui ont conquis le ciel. Et il me racontait l'Aéropostale, Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, ces hommes qui étaient passionnés et qui étaient prêts à prendre des risques pour défricher les premières lignes aériennes et transporter du courrier. La devise pour eux, c'était « il faut que le courrier passe, coûte que coûte ». Et ils étaient prêts à donner leur vie pour cette cause qui les dépassait et qui était plus grande qu'eux. Alors, c'était d'excellents pilotes, mais il faut savoir que l'Aéropostale, quand même, il y a eu, à l'époque, un mort tous les 100 kilomètres. C'était extrêmement dangereux parce que ils partaient par tout temps dans des avions qui n'étaient absolument pas équipés pour voler par mauvais temps, dans les nuages. Parfois, ils volaient aussi dans les vents de sable et vous imaginez bien que les moteurs n'étaient pas adaptés pour absorber le sable. Donc, il y avait des pannes et ils se posaient dans le désert, en terrain hostile, puisque à cette époque-là, il y avait en fait les morts, les tribus marocaines du sud du Maroc qui en fait avaient compris que ces pilotes et leur cargaison avaient une valeur et qu'ils pouvaient monnayer le kidnapping d'un pilote contre de l'argent. Et donc, il valait mieux pas quand même tomber entre leurs filets parce qu'on n'était pas forcément bien traités. Mermoz raconte des blessures qu'il a subies, etc. Et quand on s'en sortait, ça tenait du miracle. Mais moi, cette histoire me fascinait. Elle me fascinait surtout parce que ce que je trouvais extraordinaire, c'était que au-delà du courrier, ces hommes volaient parce que entre eux, il y avait une véritable amitié, une véritable fraternité, un esprit de groupe, de cohésion qui faisait qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour aller sauver un de leurs camarades. Quand Antoine de Saint-Exupéry était chef d'aéroplace à Cap Juby, aujourd'hui Tarfaya, dans le sud marocain, donc il tenait cette place et il attendait que les avions viennent atterrir, les pilotes se reposer pour la nuit et ensuite repartir jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Et ils savaient à chaque fois, vu les risques encourus, que c'était peut-être la dernière fois qu'ils revoyaient leurs camarades. Donc, ils passaient des moments qu'ils racontent dans ces livres intenses, de joie, de partage.
il jouait aux cartes, il leur faisait des tours de magie, il les faisait rire, etc. Parce qu'il savait que c'était peut-être la dernière fois. Et je me suis dit, mais ouais, moi, quand je serai grande, je veux vivre ça. Je veux vivre ça avec ces moments de partage, avec les autres. Et je me disais, l'aviation est vraiment un lieu où je pourrais trouver ça. Donc, je voulais être pilote pour retrouver cet esprit d'entraide, de fraternité, de cohésion. C'est voilà pour l'humain et l'humanité que je pensais trouver dans le milieu de l'aviation. Donc vous savez, il y a 2 façons de devenir pilote. Soit vous êtes vous êtes fort en maths et vous pouvez vous offrir la voie royale, faire l'ENAC, les grandes écoles, devenir pilote de ligne. Et moi, c'était pas mon cas. J'ai grandi dans un petit village, à la campagne, et j'aimais être connectée à la nature, et les études, c'était pas trop mon truc. Donc, l'autre façon de devenir pilote, eh bien, c'était de commencer tôt sa formation, et de travailler pour se payer des heures de vol, et d'accumuler l'expérience, se faire et en faisant se faire. Donc voilà, voler, pratiquer, s'exercer, répéter. Et c'est comme ça qu'on peut aussi devenir un excellent pilote. Il faut combien d'heures comme ça ? Alors, ça dépend d'où on part. Mais moi, il m'en fallait beaucoup parce que on partait de très très loin. Mais peu importe, je me disais, ce qui compte, c'est le chemin. Voilà, peu importe le temps que ça prendra. Moi, j'ai un objectif. J'aime voler, c'est difficile, mais quand je vole, j'avais déjà ce sentiment, même avant l'accident, d'une forme de dépassement de soi. J'allais là à un endroit qui n'était pas forcément fait pour moi, parce que j'étais pas forcément une très bonne pilote, dans le sens où moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout l'esprit mathématique, ingénieur. Je suis quelqu'un qui fait les choses à l'instinct. Je suis beaucoup dans l'instinct. Et quand on pilote, il faut un peu quand même être rigoureux, être un peu... Quand on est cartésien, on y arrive beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Moi, il fallait que, pour y arriver, que je vole beaucoup. Mais peu importe, c'était le chemin. Et mon objectif, c'était de devenir un jour pilote de brousse. Je rêvais de voler en Afrique, comme les pilotes de l'Aéropostale, transporter du fret, du courrier, des vivres, venir en aide aux populations. Et donc, à 15 ans, je me suis inscrite à l'aéroclub, là où volait mon père les week-ends, parce qu'il était tellement passionné. Mon père était chauffeur de taxi, ambulancier. Il roulait beaucoup, il travaillait beaucoup, il s'abrutissait sur les routes, mais voler, c'était son échappatoire. Donc un jour, il s'est décidé, il a commencé à prendre des leçons. Donc moi, je me suis familiarisée aussi avec cet univers. Je montais derrière lui quand il prenait ses leçons. J'écoutais les échanges radio avec la tour de contrôle, tous ces boutons qu'il faut manipuler. Et tout ça, ça me fascinait, quoi. Et je me disais, voilà, c'est ma voie, c'est ça que je veux faire, et c'est merveilleux. J'étais plutôt une contemplative aussi. J'adorais regarder les paysages et voir le monde défiler sous nos pieds et être en plein ciel, quoi. Et ça, la rêverie, la poésie du vol participait aussi à mon envie de m'accrocher. Et puis un jour, vous savez, la vie dans un club, c'est quoi ? On prend des leçons de pilotage, on apprend, on pratique, on apprend à piloter. Et puis aussi, on fait des baptêmes de l'air, on emmène ses amis. Puis il y a des voyages qui sont organisés par l'aéroclub. Et un jour, mon aéroclub organise une sortie pour aller rencontrer les pilotes de Canadair à Marignane. À l'époque, donc le terrain, je ne sais pas si je l'ai dit, on était à Clermont-Ferrand. Ouais. Et là, je dis à mon père, il faut absolument qu'on s'inscrive. Tu imagines, les pilotes de Canadair, c'est nos héros d'aujourd'hui, c'est nos Mermoz d'aujourd'hui, quoi. Donc il y aura jamais d'autre occasion, il faut absolument qu'on s'inscrive. Et donc, on s'inscrit pour ce vol. Sauf que le jour du vol arrive et ce jour-là, il fait pas beau. La météo est dégueulasse et quand on est pilote, on est tributaire de la météo. Mais bon,
on se dit, comme tout pilote, même au temps de l'aéropostale, il se disait toujours la même chose. Il disait, on va voir, et si ça passe pas, on fera demi-tour. Sauf que ce jour-là, on est allé voir et on n'a pas eu le temps de faire demi-tour. En fait, on est parti à 2 avions. Mon père était dans un autre avion. Et donc, l'avion dans lequel je me trouvais, le pilote, à un moment donné, est rentré dans la couche nuageuse qui cachait une montagne, le flanc d'une montagne. On a percuté la montagne et on s'est crashé. J'ai été, voilà. Et quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'apprends que je suis la seule survivante des 4 personnes à bord. Je suis la seule rescapée. Alors au début, je réalise pas ce qui m'arrive, forcément. Je sens plus mes jambes, mais en réalité, vous êtes tellement, vous êtes sous médicaments. Vous réalisez pas du tout. Donc au début, je me dis, je réalise pas du tout. Il faut du temps pour comprendre ce qui nous arrive. Mais je me dis, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est que je me dis bon, ok, je suis tombée d'un avion, je suis tombée du ciel, mais je veux pas rester là où je suis tombée. Je vais remonter dans un avion. Dès que c'est possible, dès que je serai guérie, hop, je reprends mes leçons et mon objectif. Et puis, c'est qu'au fil du temps, que j'ai compris, d'abord parce que je sentais plus mes jambes, et puis parce qu'elles bougeaient plus, et puis que ça revenait pas, et que il y avait rien qui se passait, et j'ai compris à un moment donné que voilà, j'allais rester toute ma vie dans un fauteuil roulant. Alors, j'en parle avec mon père qui essaye de me rassurer, qui me dit ne t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Tu sais, quand tu vis avec un handicap, tu peux conduire une voiture. On équipe des voitures. Pourquoi on ne pourrait pas équiper un avion ? Il faut qu'on se renseigne. On va demander. On va aller voir dans des meetings aériens. On va rencontrer des gens parce que c'était en 1991. On n'avait pas Internet. Donc nous, on habitait un petit village. C'était pas évident d'avoir l'information. Donc avec mon père, voilà, on écume les meetings, les rassemblements, et puis un jour je lis dans un magazine un article sur justement ce qui se produit lorsqu'un pilote qui n'est pas entraîné à voler dans les nuages, il perd en fait le contrôle de l'appareil parce qu'il y a un dérèglement de l'oreille interne qui fait que tu as la sensation de voler droit alors que l'avion descend, tu as l'impression de virer à gauche alors que l'avion vire à droite, et donc tu corriges dans le mauvais sens, et il faut 3 minutes, en général c'est la moyenne, 3 minutes pour te tuer, pour te crasher, et selon les statistiques, en 3 minutes, tu es mort. Et donc, je lis cet article, je pleure beaucoup parce que je me dis, merde, finalement, c'est ce que j'ai vécu, moi. Et je suis rescapée. Mmh. Et du coup, je réponds à cet article dans le courrier des lecteurs et je témoigne en disant, voilà, en relatant ce qui s'est passé, en disant aujourd'hui, j'ai survécu, mais aujourd'hui, je suis paraplégique, en fauteuil roulant. Je voudrais revoler et je sais pas comment faire. Aidez-moi, en fait. Et peu de temps après, je reçois un courrier par la poste, une lettre. Et dans cette lettre, c'est le président de la section des pilotes handicapés de l'aéroclub de Midi-Pyrénées à Toulouse qui me répond en me disant, voilà, chez nous, on a des avions adaptés, on a des pilotes en fauteuil qui volent, et si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Wow. Et alors là, l'espoir revient parce que c'est vrai que j'avais envie de voler, mais j'avais pas la solution. Et ce qui m'a fait tenir, en fait, je crois vraiment, au début, en tout cas, c'est le souvenir du jeune homme qui se trouvait à côté de moi dans l'avion. Parce que Mathias, qui se trouvait à côté de moi, la veille, il avait 17 ans. La veille, il avait eu ses 17 ans. Il avait eu son brevet de pilote.
C'était vraiment la mascotte de l'aéroclub parce qu'il était surdoué, il voulait devenir pilote de chasse. C'était vraiment une référence pour nous tous. Et il était à côté de moi et la dernière image que j'ai de lui, c'est on s'est adressé un grand sourire, juste une seconde juste avant qu'on rentre dans les nuages. Et c'est la dernière image que je garde de lui. C'est ce visage souriant d'un jeune homme de 17 ans qui va mourir. Et quand... Mais qui ne le savait pas encore. Ben non, parce qu'on avait confiance. On avait tellement confiance en ces deux pilotes qui étaient devant, qui étaient des références à l'aéroclub, même l'un d'entre eux, c'est lui qui nous donnait des cours, à nous jeunes pilotes, il nous donnait des cours de météo, et c'est lui qui m'avait appris, surtout ne rentre jamais dans un nuage. Si tu n'es pas entraîné, parce que tu vas perdre tes références. Dans ces moments-là, il faut se concentrer sur ces instruments. Donc moi, même si j'ai vu le nuage arriver, je me suis dit non, c'est bon, il connaît, il sait faire, donc il va nous sortir de là. Jamais on aurait imaginé et Mathias non plus. C'est pour ça qu'il s'est pas rattaché. Moi, je me suis rattachée parce que quand j'ai vu le nuage devant nous, j'ai eu peur et j'ai dit oula. Là, il y a danger. Oui, il y avait danger. Mais en même temps, j'avais confiance. Je me suis dit, il y a danger. Bon, je suis une trouillarde. Bon, je suis une nana, je suis un peu trouillarde. Allez, je me rattache ma ceinture. Mais c'est ce geste-là qui m'a sauvée. Tandis que Mathias n'a pas rattaché sa ceinture. Je ne lui ai pas dit, rattache-toi. Je m'en veux pas. Pourquoi je m'en veux pas? Parce que j'avais 16 ans, je savais pas. Puis véritablement, on avait confiance dans les pilotes, en leur expérience. Ils étaient très expérimentés. Donc voilà. Mais par contre, longtemps, je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas moi qui aurais dû survivre dans cet accident, c'est lui. C'était lui, l'élève brillant, le pilote brillant, qui allait devenir un pilote extraordinaire, etc. Alors que moi, je suis rien, je suis nulle. Comment ça se fait que c'est pas normal? Et donc, longtemps, le souvenir de son visage et de me dire aussi, j'ai pas le droit d'abandonner parce que je vais voler pour lui. Si c'est pas lui qui a échappé à cet accident, mais je vais voler pour lui, quoi. Donc tu avais le syndrome du survivant et en même temps tu avais une... Sans doute. Il y a eu de ça. Ça a participé. Puis après, c'est vrai que moi, je suis une grande rêveuse et très vite, je suis repartie dans mes rêves. Je me suis dit, j'ai plus mes jambes, alors je volerai. Je vais me reconstruire grâce à l'aviation. Mais j'y suis arrivée aussi parce que j'ai vécu une expérience intéressante avant l'accident. J'ai vécu ce qu'on appelle dans le langage des pilotes mon premier lâcher. Le lâcher, c'est ce jour où on va voler seul dans le ciel. Alors vous imaginez, j'ai 15 ans, j'ai pas mon permis de conduire, j'ai à peu près 15 heures de vol, et un jour mon instructeur me dit « Bon Dorine, on fait des tours de piste ». Puis à l'atterrissage, mon instructeur me dit « Bon Dorine, là tu vas repartir toute seule ». Il descend de l'avion. Et il me dit, ouais, c'est bon, là, tu repars, mais sans moi. Je peux vous dire que, t'emmènes pas large, quoi. T'emmènes pas large. Alors, bien sûr, tu sais faire, bien sûr, les gestes, tu les as répétés, mais quand même, il y a cette angoisse de se dire, je suis seule à bord, je suis seule, et si je fais une connerie, il y a personne pour rattraper, je suis sans filet. Et cette expérience est intéressante parce que je l'ai vécue et elle m'a fait prendre conscience que dans ces moments-là où on a peur, sa peur, il faut vraiment la laisser de côté, ne pas l'écouter et se concentrer sur l'action, sur ce que l'on a à faire, sur ce que l'on sait faire et qui a fonctionné 50 fois. Donc il n'y a pas de raison que là, parce que je suis seule, ça va pas fonctionner. Donc, il faut que je répète ce que je sais faire et me concentrer sur le geste. Alors, c'est facile à dire, hein.
Quand t'es là-haut, il y a toujours ton esprit qui a envie de s'échapper et qui te dit rappelle-toi, Dorine, t'es toute seule au plein milieu du ciel. Et c'est pas si évident que ça parce qu'il y a le vent, voilà. Mais j'ai vécu cette expérience et j'ai réussi mon atterrissage, donc j'ai réussi une expérience positive. Ça entre 15-18 minutes, 15-20 minutes. T'as bien le temps de réussir donc. Et donc ça s'est imprégné en moi. Et ce que j'ai gagné ce jour-là, ce que j'ai par l'expérience, a été quelque chose d'extrêmement précieux parce que je pense que ça a contribué aussi au fait que j'ai réussi après à reprendre les commandes d'un avion malgré la peur cette fois de l'accident que j'avais bien vécu cette fois-ci et qui était aussi bien ancré. Mon corps, il s'en souvient lui de l'accident, hein, même si j'ai oublié les souvenirs. Mon corps s'en souvient. Et donc, et cette peur-là, elle ne m'a jamais vraiment quittée. Mais en même temps, j'ai réussi à l'amadouer, à la dompter et à m'en servir comme une énergie incroyable pour aller de l'avant. Parce que ce que j'ai aussi compris dans cet accident, c'est que si je me mettais pas en mouvement, si je me mettais pas en route, j'allais rester là où l'avion était tombé et j'allais jamais me relever. Surtout qu'à l'époque, en 1991, quand on vivait un handicap, dans un fauteuil roulant en l'occurrence, le monde n'était pas fait pour vous. Rien n'était accessible. L'école, c'était compliqué. Le regard des gens, les maladresses, les paroles maladroites. Vous devenez un poids pour votre famille, pour votre entourage. C'est très compliqué de se reconstruire. Et très vite, j'ai compris aussi que pour me reconstruire, il fallait que je quitte mon village et que j'aille ailleurs rencontrer des gens qui ne m'avaient jamais connue autrement qu'au fauteuil roulant pour repartir de zéro en fait. Alors, c'est facile à dire, hein, parce que il y a les souvenirs qui reviennent, il y a toujours des moments difficiles. Je me souviens quand je suis partie vivre à Toulouse pour passer mon brevet de pilote, mais je me promenais dans la rue et quand j'étais face à un trottoir, parce que les trottoirs ils sont mal foutus, hein, quand on s'en rend compte quand on est en fauteuil roulant, on s'en rend pas compte quand on marche. Mais quand on est en fauteuil, on voit bien les dénivelés, on voit bien les obstacles, les niveaux qui sont pas droits, etc. Et puis quand on a il faut du temps pour avoir suffisamment de force dans les bras aussi, la condition physique pour bien maîtriser le fauteuil. Et je me souviens combien de fois j'essayais de sortir, d'aller me promener, de prendre l'air et en fait j'étais face à un obstacle et je m'effondrais quoi. Je m'écroulais, je me dis mais toute ma vie ça va être ça, des obstacles et je rentrais chez moi, et je pleurais, jusqu'à m'endormir. Tu avais quel âge à cette époque-là ? C'était extrêmement difficile, j'avais 19 ans, 19-20 ans. Et il a fallu du temps pour justement arriver à bien maîtriser le fauteuil. Et aujourd'hui, je connais plus ces moments-là. Parce que je suis face à un obstacle, clac, 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 je le survole. Mais ça a pris des années. Et aussi le regard des gens, c'est très difficile de se reconstruire. Ça prend du temps et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'ai consacré ma vie à l'aviation. Je me suis dit j'ai choisi de l'avion. Je vais réapprendre à piloter, puis je vais essayer de m'épanouir, de faire des choses. Alors j'ai participé à des compétitions, j'ai fait le Tour de France aérien des jeunes pilotes, une compétition extrêmement sélective, difficile que j'ai réussi au même titre que les autres pilotes. J'ai fait à plusieurs reprises le fameux rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal sur les traces de mes héros, des pilotes de l'Aéropostale. J'ai vu, parce que les paysages sont inchangés, j'ai vu de mes yeux
ce qu'il voyait lorsqu'on survole la côte africaine en dessous d'Agadir, parce que pour se guider et éviter de se perdre, puisqu'ils n'avaient pas d'instrument de navigation, ils suivaient la côte en fait. Et tu vois bien que quand le matin, il y a du brouillard, et tu distingues plus, tu fais plus la différence entre le ciel et la mer. Enfin, c'est extrêmement et voilà, je me dis waouh, mais comment il faisait, c'était formidable quoi. Et donc c'est comme ça que de défi en défi, j'ai cheminé jusqu'à, mais là il a fait 25 ans jusqu'à la voltige. Pourquoi la voltige? Parce que la voltige, c'est un milieu très fermé où enfin, c'est un peu l'élite de l'aviation, et c'est vrai que les pilotes handicapés n'étaient pas attendus dans cette discipline, pas du tout. Mais un jour, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a accepté de nous accueillir et d'équiper un avion de voltige, de commande manuelle de pilotage, de faire homologuer l'appareil, et de me former moi et Guillaume Ferral, qui est aussi en fauteuil roulant, et jusqu'à ce que je puisse faire une démonstration au Salon du Bourget, qui est ce merveilleux salon, cette grande fête de l'aviation, le plus grand salon aéronautique du monde, là où volent tous les maestros du ciel, les pilotes de la patrouille de France, les pilotes du Rafale. Et j'ai eu ma place au Bourget en tant que première femme handicapée pilote de voltige. Voilà. Alors c'était difficile, mais là encore, pourquoi c'était difficile? Parce qu'au début j'avais très très peur. J'avais très très peur, et les peurs que je pensais avoir dépassées, là elles sont revenues, parce que la voltige, c'est un sport quand même extrême. Il y a une prise de risque qui est forte, et puis moi j'arrivais pas à me m'ôter de la tête que voilà, en voltige, une commande peut se bloquer, on peut perdre une gouverne, on peut perdre une aile en vol si on tire des facteurs de charge trop forts. Alors au début, j'y allais tout doucement, j'avais peur de tirer sur le manche, j'y allais, et du coup il se passait rien, parce que mais sinon je vais casser l'avion. Et il m'a fallu 25 heures pour dépasser cette peur. Et tant que j'avais cette peur chevillée au corps, j'arrivais pas à apprendre, parce que j'arrivais pas à ressentir. Je sentais rien. Je sentais même pas ma main, ce que faisait ma main avec le manche quand elle tirait sur le manche. Je le sentais pas. Puisque tu savais déjà voler. Mais oui, mais là, je me retrouvais à poil, à zéro, nul. Mais je me suis accrochée parce que j'avais cet objectif du Bourget, et ça vraiment, pour moi c'était un rêve, parce que le Bourget, c'est le ciel du Bourget, c'est un endroit mythique. C'est là où Charles Lindbergh a atterri lorsqu'il a fait la traversée de l'Atlantique. Et je me disais, voilà, si j'y arrive pas, il faut que j'y arrive, j'ai pas le choix. Donc voilà. Et puis parce que j'avais peur, mais en même temps j'adorais ça. C'était contradictoire. J'adorais ça parce que j'avais ce sentiment, moi qui ai plus mes jambes, de pouvoir danser. J'avais ce sentiment de danser dans le ciel. Et même si c'était difficile, et que j'étais épuisée, parce qu'on faisait 2 vols par jour, parfois 3, ça me prenait beaucoup d'énergie. Quand je rentrais du terrain, quand je rentrais chez moi, je mettais la musique à fond dans la voiture. Et là, je répétais les gestes, et j'avais ce sentiment vraiment de répéter une chorégraphie. Et voilà, donc je me disais, demain j'y retourne. Je ferai mieux, et demain ça se passera bien. Donc 25 heures pour traverser ta peur. Et à quel moment tu as l'impression que ça t'a lâché? La peur, en fait, à quel moment? Au moment où j'ai décidé d'arrêter d'avoir ces pensées-là, ces pensées complètement absurdes, de me dire non. Et puis au bout de 25 heures, bon, tu commences à te rassurer, tu te dis bon, ça fait 25 heures, l'avion il est toujours pas cassé, donc il y a pas de raison que
Qui se Et casse. puis parce que tu commences quand même à apprendre, ton corps il commence à enregistrer des trucs, et puis finalement tu te dis bon bah je me concentre sur le geste, je me concentre sur la figure, sur ce que j'ai à faire, sur le timing, le tempo, voilà là où tu dois placer l'avion, etc. Et puis tu ne sors pas de ça. Alors, il m'arrivait d'en sortir, par exemple, quand on volait la tête à l'envers. Ouais. Là, on se mettait la tête à l'envers et je regardais le paysage défiler sous mes cheveux, là, à 250 km/h. Je me disais, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Et là, ah bah non, c'était foutu. Il suffit que je me dise... Alors là, j'essayais de revenir dans l'avion, de revenir sur le geste, et c'est ce que on m'apprenait. Et là, de nouveau me concentrer. Et de nouveau, ça se passait bien. Mais on peut pas s'empêcher, c'est compliqué, hein, surtout quand on est en plein ciel, et que on dépend, quand on est là-haut tout seul, on dépend de nous-mêmes et de notre capacité à maîtriser nos émotions. Bien sûr. Alors, ce qui m'a beaucoup aidée, je dois dire aussi, c'est que après quelques temps, j'ai découvert le yoga. Et le yoga, ça m'a appris à mieux me concentrer, à mieux ressentir, à intérioriser, à mieux ressentir comment l'avion bouge et comment il glisse sur les filets d'air, comment ça se passe. Et ça m'a énormément aidée. Ça m'a tellement aidée que bah, j'ai même gagné une compétition un jour face à des pilotes valides. Et ça c'était vraiment ma victoire, une grande victoire personnelle. Et voilà. Alors après, je me suis dit bon, la compétition, c'est quand même beaucoup de stress. J'irai pas bien plus haut, donc je vais m'arrêter là. Tu as fait combien de temps de voltige? Comment? Combien de temps tu as fait de voltige? Combien de temps? Bah, j'en ai fait pendant 6 ans, quand même. 6 ans, j'ai adoré ça. Parce que je pense que la première fois qu'on s'est vu, J'étais élève. Tu commençais? Ouais, je commençais en 2014. Ouais. Ouais. Et j'ai arrêté en 2020. J'ai arrêté en 2020 parce que bah, j'ai été sensibilisée à tout ce qui compose, qui fait le réchauffement climatique. J'ai participé à une fresque du climat. Et j'ai pris conscience vraiment, parce que j'avais des informations comme tout le monde, mais c'était confus, c'était pas... voilà, mais la fresque du climat explique véritablement les causes et les effets, les tenants et les aboutissants. Tu l'as fait à Paris, là? Je l'ai fait à Paris avec le groupe La Poste. Et je me suis dit... J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. J'ai eu des visions de fin du monde. Je me suis dit, non, mais là, je peux plus voler le week-end, cramer de l'essence. Voilà, moi aussi, je vais faire ma part. Pour autant, il y a d'autres façons de voler. Il y a d'autres façons de voler et j'ai le projet de continuer de voler, mais autrement. Tu veux nous parler du projet Astrolabe, c'est ça? Du projet du Solar Airship One. Ouais, c'est ça. Oui, qui en fait qui serait de faire un tour du monde dans un dirigeable solaire, sans escale, sans émission de CO2, sans énergie fossile, avec uniquement l'énergie du soleil, donc 4 moteurs électriques qui sont alimentés le jour par des panneaux photovoltaïques souples qui recouvrent le dessus du dirigeable. Alors, le dirigeable, il faut s'imaginer que c'est l'équivalent de 2 à 380. À 380, c'est énorme. Hein. Ben, vous en mettez 2 et vous avez la taille du dirigeable recouvert de panneaux photovoltaïques. Et la nuit, on produit de l'électricité avec de l'hydrogène et des piles à combustible pour fabriquer de l'électricité et alimenter les moteurs. Tour du monde en combien de temps? En 20 à 25 jours.
en fonction du temps, de la météo, des aléas. Et donc, c'est un magnifique projet avec un projet pédagogique derrière aussi pour sensibiliser les générations actuelles et futures sur justement le réchauffement climatique. L'idée, c'est de pouvoir faire aussi des conférences en plein milieu du ciel, être en lien avec les écoles, les universités, les entreprises, les gouvernements des pays traversés, de faire suivre aussi toutes les phases de les différentes étapes de construction du dirigeable, déjà du hangar, parce qu'il va falloir construire le hangar. Et c'est un magnifique projet pour lequel, pour l'instant, on est encore en recherche de financement. Ouais. Donc, trois pilotes pour faire ça. 3 pilotes. Bertrand Picard, qui est le pionnier des énergies propres, et puis Michel Tonini aussi, qui est donc un astronaute français et qui souhaite apporter aussi sa contribution et ses connaissances dans la réussite de ce projet. Super. C'est une chance énorme, ça. Ça serait pour moi une magnifique façon de continuer l'histoire, de poursuivre l'histoire, parce qu'aujourd'hui, c'est évident que je ne veux plus voler autrement. Alors, voilà, peut-être le planeur aussi. Planeur qui est quelque chose de merveilleux. Voilà, alors le planeur, oui, aussi, peut-être voltige en planeur. J'étais au Bourget cette année et encore plus que le vol du Rafale, du F-35 ou même de la championne du monde de voltige, ce qui m'a le plus ému, c'est voir cette voltige en planeur sur de la musique classique. J'étais tellement émue qu'à l'atterrissage, j'ai pleuré. Je trouvais ça tellement beau. Super. Tellement poétique. On est comme un oiseau, quoi. C'est magique. Alors, qu'est-ce qui te porte dans ces projets maintenant? Je dirais que là, c'est un projet pour dans combien de temps, Airship One? Alors, Solar Airship One, l'objectif, c'est de voler en 2026. Donc voilà, il y a les étapes sont nombreuses. Déjà, trouver les financements. Alors, on a des partenariats déjà technologiques. On a la technologie, mais dans un projet, il faut la technologie et il faut l'argent. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'argent. Mais on a la technologie, on est suivi par Capgemini, qui a fait toute l'étude, justement, la faisabilité du projet, toute l'ingénierie du projet, sur Katia, par ordinateur. On a même, le simulateur de vol. Et puis aujourd'hui, il faut continuer à chercher des partenaires pour pouvoir commencer à construire déjà le hangar. Et puis ensuite commencer à assembler les pièces du dirigeable, constituer une équipe. Alors déjà on a déjà une partie de l'équipe qui est constituée, on sait à qui on va s'adresser. Mais voilà, il nous manque aujourd'hui les financements. C'est combien les financements? Alors là tout de suite on recherche 35 millions d'euros. Pour pouvoir continuer. On a fait la première étape, c'est vraiment l'étude d'ingénierie. Et là, pour pouvoir continuer et tenir l'objectif de pouvoir voler en 2026, il nous faut trouver cet argent. Et ce qui est fascinant aussi pour moi, c'est de me dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a moins de pilotes de dirigeables que d'astronautes. Wow. Il n'y a d'ailleurs pas de brevet de pilote de dirigeable. Donc, pour être pilote de dirigeable, il faut faire quoi? En fait, il faut faire quoi? Alors là, déjà, on va concevoir un prototype. Donc, on va voler sur un prototype. Donc, quand même, on peut voler sur des dirigeables souples, des petits modèles. Il y a un petit modèle qui existe justement en Allemagne et qui ne peut voler que par beau temps et qui permet de faire le tour du lac de Constance. Donc on pourrait commencer à apprendre sur cet appareil-là.
Mais voilà, tout le dirigeable qu'on veut concevoir, c'est un dirigeable déjà c'est un rigide, imagine, c'est un immense paquebot et enfin avant de voler sur le prototype, on ne saura pas quelle sensation on peut avoir, quelle sensation ça fait quand on monte, enfin tout ça, on va le découvrir. Ouais, j'ai vu que la partie la partie solaire, elle représente l'équivalent d'un terrain de foot, quoi. Oui, ouais, d'un Donc, terrain de foot. un terrain de foot qui vole, c'est c'est impressionnant. Donc voilà, 150 c'est mètres de long, c'est merveilleux. ça? 150 mètres de long, ouais. Voilà, et puis après, il y a des applications aussi possibles, parce que l'idée, c'est pas de faire un one shot et puis ensuite mettre, voilà, exposer le dirigeable dans un musée. Il y a des applications possibles derrière, des applications pour faire, par exemple, du tourisme, transporter des gens. On peut très bien imaginer qu'à l'intérieur du dirigeable, on conçoit des cabines, qu'on puisse dormir dans le dirigeable. On peut aussi transporter du fret. On va être de plus en plus, on va connaître de plus en plus avec le réchauffement climatique de bouleversements et de drames écologiques qui vont, voilà, il va falloir venir en aide à des populations dans des endroits inaccessibles par la route, des endroits qui ne seront plus praticables autrement que par les airs. Donc voilà, amener des secours, transporter aussi des vivres ou des applications aussi militaires pour de la surveillance, transporter aussi des charges lourdes de nuit. Au lieu de traverser la France en semi-remorque, enfin en camion, et ben voilà, on utilisera le dirigeable la nuit pour acheminer des pièces qui ne peuvent pas être acheminées facilement. Pourquoi pas des pièces d'avion, donc? Des pièces d'avion, des pièces des réacteurs, enfin voilà, toutes sortes de choses. Et actuellement, donc, le projet, c'est que vous seriez 3 pilotes, mais il y aura que ces 3 pilotes ou il y aura d'autres personnes avec vous Alors, pour le tour du monde, on serait que 3. D'accord. Déjà parce que c'est un prototype. Non, 35 mètres carrés, donc ce sera un petit studio en fait, avec un lieu de vie entre guillemets, voilà, où prendre sa douche, enfin vraiment, où dormir, etc. Mais parce que c'est un prototype déjà, et puis parce qu'il y a quand même une prise de risque. Il y a quand même une prise de risque, que ce soit au niveau, voilà, il va falloir nous qu'on s'entraîne aussi, qu'on soit prêt à se dire on y va, il y a un risque, c'est une grande première, voilà, il va peut-être à un moment donné se passer quelque chose, il va peut-être falloir sauter en parachute, faut être prêt à prendre ce risque-là, quoi. C'est pas encore quelque chose que tu as essayé, ça, sauter en parachute? Oui, mais en tandem avec quelqu'un derrière, moi toute seule, je l'ai jamais fait. Mais là, je demanderai à Michel de sauter avec moi pour l'atterrissage. Ouais, bah, j'entends bien. Mais bon, enfin, tout ça. Mais moi, je veux dire, c'est ce qui me passionne aussi. C'est ce qui fait aussi pour moi le sel du projet. C'est d'aller là où personne n'est allé auparavant. Et c'est aussi une sacrée revanche pour moi personnelle sur la vie par rapport à mon handicap, par rapport à, voilà, à un moment donné, en pleine adolescence, ma vie a été brisée, ma vie a été cassée, et j'ai réussi à me reconstruire, et là aujourd'hui je vais aller où aucun valide, aucune personne qui est bien portant et qui a ces deux jambes n'est jamais allé. Et c'est vrai que c'est une victoire aussi personnelle, et c'est une victoire aussi, je pense, pour toutes les personnes handicapées, pour dire voilà, on peut vivre avec un handicap, mais regardez,
On n'est pas que un fauteuil roulant, on n'est pas qu'une canne blanche, on est aussi des gens qui avons des rêves, des capacités, qui aspirons à des choses et à une vie incroyable. On a des aspirations nous aussi et on se fixe un objectif et on y arrive quoi. Et ça c'est vraiment aussi quelque chose que je veux transmettre, c'est que voilà, il faut pas s'arrêter à ce que l'on voit. Hein, et souvent, malheureusement, je trouve que les gens, encore s'arrêtent à ce qu'ils voient, pas seulement par rapport au handicap, hein, mais dans la vie de tous les jours. On met souvent les gens dans des cases, on s'arrête au premier regard. Moi, j'ai découvert, vous savez, le Petit Prince, ce conte du Petit Prince sur mon lit d'hôpital. C'est l'épouse d'une pilote qui est venue me voir et qui m'a offert le livre du Petit Prince. Et quand j'ai lu cette phrase, le secret du renard qui dit au Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et ben cette phrase-là, elle m'a bouleversée. Elle m'a bouleversée parce que je me suis dit oui, parce que moi aujourd'hui, j'ai eu un accident, on va me voir que comme une handicapée, mais peut-être en réalité que quelque part, il y a des gens qui existent et qui voient comme le renard. Et il faut que je parte à leur rencontre. Il faut que j'aille les rencontrer, ces gens-là. Et c'est aussi ça que je veux transmettre à travers ce vol qui, au-delà d'un exploit technologique, un défi voilà, aussi lié au développement durable, au réchauffement climatique, etc., est un projet profondément humain, quoi. Et je trouve ça très beau qu'on m'ait choisi parce qu'on est venu me chercher. On est venu me chercher pour mes qualités de pilote, bien sûr, mais aussi parce que je représente, parce que je représente quelque chose. Je suis une femme et en plus, je vis avec un handicap. Et c'est un très beau message. Voilà, il n'y a pas que les hommes bien portants, hein, qui peuvent réaliser leurs rêves, accomplir des exploits extraordinaires. Et, voilà, on peut être aussi un petit bout de femme un peu fragile, et pourtant qui a de la volonté. Et... Bon. Bien sûr, Dorine. Parce que vous la voyez pas, mais moi je la vois depuis tout à l'heure. Les yeux pétillent, son sourire est éclatant, et pour moi ça c'est déjà un cadeau. Et je trouve que je pense que tu le sais, mais tu rayonnes naturellement quand tu parles de tout ça. Et moi je suis comme le petit prince, je suis comme l'enfant qui t'écoute. Et je suis un fanat du Petit Prince, donc je l'ai lu et relu ce livre. Je suis un fanat de Saint-Ex aussi. Et donc, moi aussi, j'étais assez marqué dans mon enfance par les exploits de Mermoz, Nager Sericoli, tous les exploits et les catastrophes qui ont ici coûté la vie à la majorité d'entre eux. Enfin, à la grande majorité d'entre eux, presque, on pourrait dire presque tous. Et donc, c'était pour moi je m'attendais pas à ce que tu parles de ça au début, tu vois. Je me rappelais plus, tu me l'avais peut-être dit que tu avais été bercé par ces choses-là aussi, par l'aéropostale. Et voilà, c'était un cadeau pour moi aussi que tu fasses écho à tous ces souvenirs qui sont pour moi des souvenirs aussi de ma propre enfance. J'avais envie que tu nous parles aussi en fait, des défis que tu te fixes, parce que je trouve que tu as une capacité. Comment tu choisis là, tu m'as dit, on m'a choisi, on est venu me chercher. Mais tu as quand même fait des choix seul, ou je sais pas d'ailleurs. Oui. Comment tu as pu comment tu fais tes choix, quoi? Comment je fais mes choix? Ça se fait pas à pas, hein, petit à petit. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai décidé de reprendre les commandes d'un avion et de devenir pilote, j'ai fait ce choix. Donc et du coup, donc j'ai pris une voie, un chemin. Et quand j'ai atteint mon objectif, en fait, atteindre un objectif, ce n'est pas seulement passer une ligne d'arrivée, c'est aussi
très souvent passer la ligne d'un nouveau départ. C'est la ligne d'un nouveau départ. Parce qu'une fois qu'on a atteint son objectif, on se dit, on va s'en fixer un autre. Et c'est comme ça que j'ai cheminé petit à petit. J'ai le sentiment aussi d'avoir eu beaucoup de chance, d'avoir fait le vœu de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et d'avancer en confiance et j'en ai toujours été récompensée. Quand j'ai décidé d'arrêter de voler, comme par hasard, on m'a proposé de voler dans un dirigeable et de faire un tour du monde sans énergie fossile et sans émission de CO2. C'est quand même fou la vie. Ouais, c'est Donc extraordinaire. il faut faire confiance, à la vie. Je crois qu'il faut surtout beaucoup rêver, en fait. C'est important de rêver, de dire ce dont on a envie, d'exprimer, et les choses, la vie fait que les choses s'arrangent pour que, on mette sur notre route des petits indices qui font que, si tu sais regarder, tu vas aller regarder ce qu'il y a derrière cet indice. Donc, tu vas creuser. Comment tu sais comment regarder, l'instinct. savoir regarder? C'est ton instinct. L'instinct. Moi, j'ai grandi à la campagne et j'étais très connectée à la nature. Hein. Je crois vraiment que c'est une chance. J'étais très connectée à la nature. Je ressentais beaucoup. Je ressentais les choses. J'ai grandi au milieu des bois, dans les monts du Forez. Je sais pas si c'est un lien, mais je suis connectée avec les choses, la nature, l'univers. Je sais pas trop. Voilà. En ville, c'est plus compliqué, mais c'est pour ça que j'y retourne souvent. Je retourne souvent dans ma campagne pour me ressourcer. C'est là que me viennent mes idées en général. Mes projets, souvent, prennent corps lorsque je suis dans ma chambre d'enfant et que, je me reconnecte à mes souvenirs, je me reconnecte à moi-même. Ça peut durer plusieurs jours. J'ai pas besoin d'être entourée de 50 000 personnes. Voilà. Et là, je décide quelque chose et ensuite les choses se mettent en mouvement et voilà, ça finissent par se produire. C'est pour ça que je n'arrête pas de rêver, je n'arrête pas d'y croire. Voilà, et même si bien sûr je vis des échecs, hein, comme tout le monde, mais j'essaie toujours d'en faire quelque chose de ces échecs, parce qu'on apprend toujours de ces échecs et de voir ce que cet échec va m'amener, d'analyser, de comprendre, de prendre du recul et de me dire, voilà, j'ai vécu ça, cette personne m'a dit ça, qu'est-ce que je vais en faire? Et voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'être connecté à soi-même, d'être connecté à soi. J'ai pas forcément confiance en moi, hein, pour autant, mais je suis. Mais tu oses. Mais j'ose, oui, j'ose quand même si j'ai peur, j'ose, je me lance, parce que je me dis que je me suis toujours dit, j'ai plus à y gagner en y allant qu'en restant sur mon canapé ou devant la télé. Voilà. Ça, c'est sûr. Et après, comment ça se produit, c'est une espèce de... Peut-être que c'est une question d'énergie, que c'est cette envie de faire, cette énergie que certaines personnes captent, et c'est des énergies qui se rencontrent, et ensemble, on va réaliser quelque chose, en fait. Ouais, je crois beaucoup à la rencontre d'énergie, des regards qui se comprennent. Voilà, ça marche pas avec tout le monde parce que ça peut pas marcher avec tout le monde, parce que tout le monde n'est pas fait pour être connecté, en fait. C'est pour ça que quand ça fonctionne faut pas insister, en fait. Je veux dire, dans la connexion, hein. J'entends. Mais faut aller voir ailleurs et persévérer. C'est quoi tes plus belles rencontres?
J'en ai eu beaucoup, des belles rencontres quand même, je dois dire. J'ai été gâtée. Des mauvaises aussi. D'accord, mais Peut-être à égalité d'ailleurs. Je te propose une Mais belle je me rencontre plutôt qu'une souviens mauvaise. ma plus belle rencontre, c'est celle avec Guillaume Ferral, mon compère de toujours, qui est lui aussi en fauteuil roulant, qui est pilote. Et on a avancé main dans la main parce que sans lui, j'aurais jamais pu réaliser tout ce que j'ai réalisé. Parce que si moi, j'avais l'énergie, l'envie d'aller de l'avant, de communiquer, de fédérer les gens, il me manquait souvent la technique et les connaissances pour y arriver qui pouvaient crédibiliser un projet. Mais avec Guillaume qui était là, qui lui avait cette connaissance, c'est un matheux, c'est un cartésien, c'est un ingénieur, donc il apportait la crédibilité et le duo a très 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 bien fonctionné. Le duo, voilà, seul, j'y serais pas arrivée, mais j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai provoqué cette chance aussi. Et peut-être que seul, il n'y serait pas arrivé non plus. Ah non, seul, il n'y serait pas arrivé non plus, c'est évident. C'est votre binôme qui a fonctionné. Il le reconnaît et je le reconnais. Et voilà. On a vraiment ça a été une rencontre. On a eu besoin l'un de l'autre. On a avancé avec un profond respect. C'est important aussi de respecter l'autre. C'est-à-dire de respecter l'autre, pour moi, ça veut dire quand on a réussi des choses, ne pas s'accaparer la réussite pour soi seul, mais de la partager. De reconnaître la valeur de l'autre, de ne pas écraser l'autre, de pas laisser son ego prendre toute la place. Et ça, c'est important. Et on l'a fait tous les deux, dans les deux sens. Et je dois reconnaître que chez un homme, cette qualité est assez rare. Trop d'ego chez les hommes ? Ah oui, beaucoup. Souvent. Pas toujours, mais souvent. Et du coup, moi, je suis très sensible à ça, et un ego trop fort m'écrase. Vraiment, j'arrive pas à m'exprimer, ça m'étouffe. Ça m'étouffe, ça me renvoie probablement à ces premières années après l'accident où vraiment je me suis sentie exclue, je me suis sentie mise à l'écart, et j'en souffrais énormément. Je rêvais la nuit qu'on m'avait enterrée vivante. Je me revoyais dans une caisse en bois en train d'étouffer, parce que je me disais, mais la vie, elle est là-haut, au-dessus. Elle est au-dessus, et moi je suis en train de crever, quoi. Physiquement, et donc moi j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de gentillesse, de douceur, j'ai besoin de tout ça parce que j'ai vraiment connu la souffrance, le désespoir profond, et c'est peut-être aussi ce qui aujourd'hui me fait monter aussi, voler si haut. Probablement d'ailleurs. Eh ben, je vais te laisser, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, si tu voulais rajouter quelque chose après la gentillesse, la bienveillance et la douceur? De se dire qu'il faut jamais oublier qu'on a besoin des autres et qu'on ne peut rien faire seul. Et donc c'est important de toujours garder un esprit ouvert, bienveillant. Et puis en plus, quand on atteint son objectif, ensemble, en équipe, la joie qu'on peut ressentir à ce moment-là, elle est encore plus forte, elle est décuplée. Une joie solitaire, on ne fait pas grand-chose finalement. Alors il faut la partager. Merci infiniment. Je vous propose, on se retrouvera pour le débriefing très bientôt. Alors je remercie encore Dorine pour tout le temps que tu nous as accordé et le partage de tes expériences absolument extraordinaires. Merci pour la joie. Merci. Merci Dorine. Au revoir. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps,
ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.